Donc, avant de parler des électrolytes, on va corriger quelques numéros sur les ions parce que les électrolytes sont liés, comme on l'a vu, à la dissociation ionique. Et qui dit dissociation ionique dit bien évidemment ion. Donc, à page 53, les numéros 1 à 5, c'est surtout sur les liaisons ioniques ou les ions. On vous dit ici, les atomes cherchent à acquérir la configuration électronique du gaz inerte situé le plus près d'eux. Si on a vu ça ensemble, décrivez comment se forme une liaison chimique d'après la règle de l'octet. Donc, ici, on vous dit que la liaison chimique entre les deux éléments se forme grâce à un transfert ou un partage d'électrons. Le transfert, ce serait dans le cas d'une liaison ionique et le partage d'électrons, ce serait dans le cas d'une liaison covalente entre deux éléments. Y a-t-il un déplacement de nucléons? Donc, je vous rappelle que les nucléons, c'est les protons et les neutrons. Donc, il n'y a pas de déplacement de protons ni de neutrons, c'est un déplacement d'électrons simplement. Donc, non, les nucléons ne se déplacent pas, seuls les électrons se déplacent. Au numéro 3, pourquoi une liaison entre un métal et un non-métal est-elle qualifiée de liaison ionique? Ben, c'est parce que ça va créer des ions. Donc, le métal, lui, va perdre des électrons, alors que le non-métal, lui, va en gagner. Donc, puisque le métal va perdre des électrons, il va devenir chargé positivement. Puis celui qui va gagner des électrons va être chargé négativement. Donc, ça va créer deux ions. Donc, ici, un ion négatif est considéré un anion. Et un ion considéré qui est un ion qui est positif, on appelle ça un cation. Une liaison entre un non-métal et un métal est qualifiée de liaison ionique parce qu'elle est formée de l'attraction électrique entre deux ions de charge opposée, évidemment. Au numéro 4, on vous dit on représente une liaison ionique entre un métal, le lithium, et le fluor, un non-métal. Dans cette liaison, lequel du métal ou du non-métal cède ses électrons et lequel les gagne? Ben, c'est toujours le métal qui donne ses électrons, comme on le voit ici avec la flèche, et le non-métal qui les reçoit. Ça va former deux ions. Le lithium est dans la famille numéro 1. Donc, puisque le lithium est dans la famille numéro 1, les alcalins, il va devenir positif. Et le fluor est dans les halogènes, la famille numéro 7, il va devenir F-. Donc, voilà, pour ça, anion, c'est le F-, le cation, c'est le Li+. Dans une liaison formée d'un métal et d'un non-métal, ben là, ici, il faut mettre tout ça en ordre, d'accord? Donc, dans une liaison formée d'un métal et d'un métal, le métal perd ses électrons et devient un ion positif, un cation. C'est exactement ce que je viens d'expliquer là au numéro 3, ce que vous avez en haut. Donc, le non-métal gagne des électrons, il va devenir un ion négatif, ce qu'on va appeler un anion. Donc, la bonne réponse est le 2. Quelle est la relation entre le nombre d'électrons perdus et le nombre d'électrons gagnés? Bien, il y a toujours un même nombre d'électrons perdus qu'un électron gagné. Parce que même dans des cas où est-ce qu'on aurait, par exemple, je ne sais pas moi, où est-ce qu'on aurait du beryllium, par exemple, du beryllium 2+, avec deux, je sais pas moi, deux iodes, moins, ben, les deux électrons, donc dans une molécule de BeI2, ben, les deux électrons qu'a gagné les iodes ont été donnés par le beryllium qui lui en a fourni deux. Donc, il y a toujours le même nombre d'électrons donnés et reçus, peu importe la quantité d'atomes présents dans la molécule. Donc, ça, c'est le numéro 5. Ensuite, on va parler un petit peu plus des électrolytes et de la conductibilité électrique. Donc, ici, on fallait dire si c'est vrai ou si c'était faux. La conductibilité électrique est une propriété caractéristique de certains solides uniquement. C'est pas vrai. Les substances aqueuses, donc les substances qui sont dissoutes dans l'eau, peuvent avoir des charges mobiles aussi. Donc, dans certains liquides, il peut y avoir conductibilité électrique. Même à l'état solide, un électrolyte permet le passage du courant électrique. C'est faux. Un électrolyte doit être dissous dans l'eau, dans un solvant. Alors souvent, on va prendre de l'eau, mais il pourrait exister d'autres solvants qui fassent la dissociation ionique. Donc, un électrolyte ne peut pas conduire le courant de façon solide. Vous ne pourriez pas, par exemple, prendre un conductimètre qui va, par exemple, détecter la conductivité électrique. Vous ne pourriez pas le mettre dans un bécher dans lequel il y a je sais pas moi, du sel solide, du NaCl solide. Donc, imaginez-vous, là, vous auriez des grains de sel partout. Là, si vous voulez vérifier la conductibilité électrique, il n'y a aucune lumière qui va s'allumer.
parce que c'est solide. Il faut mettre le sel dans de l'eau, le brasser, et là, il va y avoir dissociation ionique. Donc, ça doit être dans un solvant. Souvent, c'est de l'eau. Ici, les non-électrolytes sont des substances dont la formule chimique est composée d'un métal et d'un non-métal ou de l'hydrogène et d'un métal. C'est faux. Oh, ici, ils ont écrit vrai. Pour que ce soit vrai, il faudrait parler des électrolytes. Ici, c'est une erreur qu'ils ont faite. Donc, les électrolytes, c'est des substances composées d'un métal et d'un non-métal. Donc, par exemple, du bromure de lithium, LiBr, ça va faire en solution, ça va se dissoudre. Ça va faire une équation de dissociation ionique. LiBr en solution, solide. Donc, lorsqu'il est solide et je le mets en solution aqueuse, il va me faire un ion de Li+ aqueux dans l'eau, plus un ion de brome négatif aqueux. Donc, ça veut dire dans l'eau. Mais ici, je suis en présence d'un métal, le lithium, et d'un non-métal, le brome. Ça pourrait être aussi un hydrogène avec un non-métal pour former en général ce qu'on appelle un acide. Par exemple, HCl. HCl solide, si je le dissous dans l'eau, ça va me donner un ion H+ et un ion Cl-, évidemment, en solution aqueuse. AQ. C'est pas très bien écrit. Donc, AQ. Donc, soit c'est un hydrogène avec un non-métal. Par exemple, ici, dans l'acide chlorhydrique, HCl, ce serait du chlore avec un hydrogène qui jouerait le rôle d'ion ici. Donc, c'est vrai. Une solution électrolytique est électriquement chargée. C'est pas vrai. Elle est neutre. Et alors qu'une solution électrolytique est électriquement neutre, c'est pas vrai. Les deux sont neutres. Une solution électrolytique contient autant de charges positives que de charges négatives. Par exemple, si vous auriez mis du bromure de lithium ici dans de l'eau, il y aurait eu autant de charges positives que négatives dans l'eau. Oui, elles auraient été dissociées, mais le nombre de chacune aurait été le même. Donc, c'est autant qu'il y ait dissociation ionique ou pas, c'est toujours neutre. Donc, ici, la réponse est faux. Au numéro 2, ici, vous avez des électrodes qui détectent le passage du courant électrique. Si le courant passe, la lumière va s'allumer. Si le courant ne passe pas, la lumière va s'éteindre. Donc, laquelle des substances est conductrice de courant? Évidemment, c'est la substance B. Lequel est non électrolytique? C'est la substance A, c'est la solution A, parce qu'elle ne permet pas le passage du courant. Laquelle est électriquement neutre? Électriquement neutre, les deux, comme on l'a dit tantôt. Bien qu'il n'y ait pas d'ion ici présent, la solution est quand même neutre. Il n'y a pas de charge au total. Ici, j'ai autant de charges positives que de charges négatives là-dedans. Donc, les deux sont neutres. Contient des ions. Bien évidemment, celle qui contient des ions, c'est la solution B parce qu'elle permet le passage du courant. Classer les substances suivantes selon qu'elles sont des électrolytes ou des non-électrolytes. Les électrolytes, pas compliqués, ça va être la jonction d'un métal avec un non-métal, soit c'est ça, ou d'un hydrogène, par exemple, avec un non-métal. Donc, c'est soit métal-non-métal, un hydrogène avec un non-métal, pour former ce qu'on appelle un acide. Les non-électrolytes, c'est souvent, ils vont être composés de non-métaux, tout simplement liés ensemble. Souvent, il y a du carbone d'impliqué, etc. Donc, la molécule va plutôt être grande, parfois, comme dans le cas des sucres, qui ne se dissocient pas en ions. Donc, tout ce que, ça serait ionique. Du dioxyde de carbone, ce n'est pas une solution électrolytique. Donc, si on regarde le classement, là, ici, vous avez hydrogène avec un non-métal, hydrogène avec un non-métal, métal non-métal, métal non-métal, métal non-métal, métal non-métal, métal non-métal. Et ici, c'est ALN. Donc, c'est pas un I, là. C'est donc ALN. Oui, métal avec non-métal. Alors qu'ici, vous auriez du phosphore, du chlore, du carbone. Donc, c'est tous des non-métaux qui sont ensemble. Ici, c'est un hydrocarbure, c'est du carbone avec l'hydrogène. Donc, ici, vous auriez des non-métaux ensemble. Donc, eux, ils ne se dissocient pas en ions. Par contre, eux, ils vont se dissocier en ions. Par exemple, si je mets du KF dans l'eau, ça va me faire du K+, des ions K+, puis des ions F-. Si je mets des ions Fe avec Fe, F3, ça va me faire des ions Fe3+, avec des ions F-. Donc, il y a 3 ions F- pour un ion Fe3+. Donc, les électrolytes, ce sont ceux qui peuvent se dissocier en solution. Ici, laquelle des séries composée seulement d'électrolytes?
Ici, ça, c'est pas un électrolyte. Ça, c'en est pas un. Ça, c'est du glucose. C'est du sucre. Ça non plus, c'en est pas un. C'est deux non-métaux. Donc, on oublie le A. On oublie le B parce que du dihydrogène, c'est pas une substance électrolytique. Ici, ça, c'est du sucrose. C'est du sucre de table. Donc, c'est non électrolytique. Ça se dissocie pas en ion. Les autres se dissocieraient en ion. Et ici, vous auriez de l'iodure d'hydrogène, du nitrate de potassium, du chlorure de beryllium, du sulfate de magnésium. Donc ici, là, c'est ionique. Là. Ces deux-là, ils sont ioniques. Ils vont faire des ions. Ils vont faire des ions K+, puis des ions NO3-. Donc ici, ça va faire des ions Mg2+, et des ions SO4 2-. Donc, c'est des ions, oui, ce que je vous fais en jaune, c'est des ions polyatomiques, mais c'est des ions quand même. Donc, sachez que lorsqu'il y a dissociation, ça peut être aussi des ions polyatomiques. Donc, la bonne réponse ici est C. Parmi les équations, lesquelles vont parler de dissociation électrolytique, donc ça me prend des ions en solution. Ici, j'ai CO2 gazeux puis dissous dans l'eau, ben, il n'y a pas plus d'ions de formés. La dissolution dans l'eau ne fait que séparer les molécules. Ça, c'est de la dissolution moléculaire. Ce n'est pas de la dissociation ionique. Donc, c'est pas bon. Ça non plus. Ici, vous avez le fameux glucose qui, solide à aqueux, ne produit pas d'ions. Ici, oui, ça s'applique. La dissolution de soluté dans l'eau produit deux ions de charge opposée. Ah, là, ça va conduire le courant. Là, on parle de dissociation électrolytique. MgCl2 donne un ion Mg2+, plus deux ions Cl- en solution aqueuse. Important d'avoir vu la théorie ici avant de faire ça. Et ainsi de suite. On me nomme aussi dissociation ionique, absolument. Donc, c'est la même chose que la dissociation électrolytique. Ici, c'est une équation de dissociation ionique ou de dissociation électrolytique. Ici, je n'ai pas de dissociation en ion. La dissolution de soluté dans l'eau produit une solution non électrolytique qui ne conduit pas le courant, donc je n'ai pas d'ion. Et ici, c'est une équation de dissociation électrolytique ou dissociation ionique. Ici, au numéro 6, on vous demandait de vérifier si c'est bien fait. Celle-ci est bonne, et les trois autres ne le sont pas. Ici, vous auriez deux ions H+, avec un ion S2-. Tout est bon ici, sauf que celui-ci devrait être plutôt gazeux, ça c'est correct, mais on devrait avoir des solutions dissoutes dans l'eau, un gaz dissous dans l'eau. Donc, le problème était ici. Celle-là, non, car l'état physique du Ca2+, devrait être aqueux et non liquide. Donc, tout est bon ici. J'ai trois ions Ca2+, regardez, ça c'est important. J'ai trois ions Ca2+, donc le 3 en indice devient un 3 en coefficient. J'ai deux ions PO4 3-, j'en ai deux effectivement, PO4 3-, donc tout est bon, sauf que le Ca2+, ici, celui-là ici, devrait plutôt être aqueux que liquide. Sinon, le reste est bon. Lequel n'est pas bon? Le premier, le A n'est pas bon. Non, car il n'y a pas de neutralité électrique. Donc ici, j'ai deux, regardez, si je vous le fais en jaune, j'ai deux ions Li+, donc il me manquerait un 2 ici. Donc il faudrait le rajouter ici. Le reste est bon. Ça marche aqueux, solide, ça a l'air bon. Au numéro 6. Au numéro 7, c'est des équations de dissociation ionique. Il faut être capable d'identifier lorsque j'ai des ions polyatomiques. Par exemple, CO3, c'est un ion polyatomique. OH, c'est un ion polyatomique. CH3COO, c'est un ion polyatomique. Même chose pour NO3. Donc ça, les ions polyatomiques, vous avez la liste avec vous. Pour le reste, il faut faire attention aux coefficients. Donc ici, des CO3, j'en ai seulement un. Donc le coefficient est 1. Mais des sodiums, j'en ai 2. Et chaque sodium est considéré plus. Ici, j'ai 1 pour 1, donc 2 plus avec un 2 moins. Ici, j'ai 3 ions OH-, entre parenthèses. J'ai un ion Al3+. Ici, j'ai 3 ions beryllium. Donc, si j'ai 3 ions beryllium, ben, c'est un 3 qui va devant. Si j'ai 2 ions phosphore, ben, je vais avoir un 2 devant. Et le phosphore fait partie de la famille numéro 5, donc il est 3-. Li plus H-. Vous voyez que le moins ici, c'est moins évident, là, mais l'hydrogène est capable de gagner un électron comme d'en perdre un. Dans ce cas-ci, il va gagner
l'électron du lithium, c'est particulier. Celui-là, l'acide acétique, ça c'est du vinaigre en fait. Il y a une dissociation qui est vraiment particulière. Donc, c'est un ion CH3COO- qui va être lié avec un ion H+. Donc, il faut l'identifier dans la liste. Ici, j'ai 1 pour 1. Ici, j'ai 3 fluors. Donc, regardez, 3 fluors. Donc, le 3 qui est ici va se retrouver ici. Puis avec un ion de fer qui, lui, est 3+. Voilà pour ça. Ça marche. Donc, ça, c'est des équations de dissociation unique. Il faut être capable de bien faire ça. Ici, à la page 83, c'est du vrai ou faux. Les facteurs énoncés ci-dessus établissent la différence de conductibilité entre deux solutions de même concentration, soit le chlorure de potassium, un électrolyte fort, et le dichlorure de plomb, un électrolyte faible. Dites si ces facteurs sont vrais ou faux. Le nombre d'ions est plus faible dans la solution de plomb, de dichlorure de plomb. La réponse est vrai, parce que c'est plus faible à cause que c'est un électrolyte qui est faible. Donc, oui, il y a moins d'ions. Les ions libérés par KCl ont une charge supérieure aux ions libérés. Ce n'est pas une question de charge supérieure. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est 3 moins au lieu d'être 2 moins, il y en a un qui est 2 moins au lieu d'être moins. C'est vraiment la quantité qui est importante. Donc, c'est faux. Charge supérieure, on ne peut pas considérer ça. Donc, c'est faux. La masse molaire du KCl est plus petite que celle du PbCl2. Bon, la masse molaire, ce n'est pas un concept qu'on a vu encore, c'est correct. On va le voir bientôt. Mais ce n'est pas une question, vous voyez, juste comme masse pour l'instant. Ce n'est pas question d'en avoir vraiment, même pas, on ne peut pas le voir comme masse, ça ne fonctionne même pas. En fait, la masse molaire, c'est la grosseur de la molécule. C'est vraiment pas la grosseur de la molécule, si vous voulez, c'est vraiment la quantité de molécules qu'il y a. Ce n'est pas la grosseur de la molécule elle-même. Donc, ça, c'est faux. Il y a plus de molécules neutres dans la solution de PbCl2 que dans la solution de KCl. Ça, c'est vrai. PbCl2, là, la dissociation ionique de ça, donc à l'état solide, l'équation de dissociation, ça va être Pb2 plus AQ plus Cl, en fait, 2Cl moins. Un petit peu. Voilà. Donc, plus 2Cl moins, d'accord, AQ. Comment j'ai fait pour déterminer que le plomb était 2+, c'est que dans le fond, je sais que j'ai 2 ions de chlore moins. Donc ça fait 2 moins ensemble. Donc nécessairement, j'ai un seul plomb, il doit être 2+. Bon, vu que c'est un électrolyte qui est faible, il y a très peu d'ions comme ces deux-là qui vont être formés. Il n'y en a pas beaucoup d'ions comme ça. Il va rester beaucoup de molécules neutres, c'est-à-dire qu'il va rester beaucoup de dichlorure de plomb à l'état aqueux dans l'eau, mais qui ne sera pas dissous. Donc, il va en rester beaucoup de ça, du neutre. Mais il va avoir un petit peu d'ion vu que c'est un électrolyte qui est faible. Le taux de dissociation électrolytique du KCl est beaucoup plus élevé, tout à fait. KCl, là, KCl solide, il va donner en solution, en dissociation ionique, du K+, aqueux, plus du Cl- aqueux. Ben lui, là, il va en faire beaucoup d'ions comme ça. Peut-être 99 molécules sur 100 vont se dissocier comme ça. Donc, la dissociation électrolytique est plus élevée, nécessairement. C'est pour ça que c'est un électrolyte qui est fort, c'est vrai. Les ions libérés par KCl sont mobiles, alors que ceux libérés par PbCl2 ne le sont pas. C'est faux. Tous les ions sont mobiles, par définition, parce qu'ils ont été séparés par l'eau. Donc, c'est faux. Au numéro 2, vous avez 3 solutions qui sont mises, qui sont montrées ici. Les schémas ci-dessous illustrent la dissociation des solutés une fois, mis dans l'eau. Dites si chaque soluté est un électrolyte fort, un électrolyte faible ou un non-électrolyte. Bon, premièrement, si on regarde ce qui se passe ici, là, si on veut qu'une solution soit un électrolyte fort, il faut qu'il produise beaucoup d'ions en solution. Regardez, celui-ci, la solution XY, là, il y a beaucoup d'ions. On présume que la molécule au départ, c'était X, Y collés ensemble, comme ça. Mais là, ils se sont tous dissociés. Donc, XY, ça serait considéré comme un électrolyte fort parce qu'il y a eu beaucoup de dissociation ionique. Si on regarde à l'opposé, C et D, c'est pas séparé en C+, puis D-, là, du tout. Donc, ici, il n'y a eu aucune dissociation ionique. Donc, C et D seraient considérés comme non électrolytiques. Il n'y a pas d'ion. Et ici, il y a quelques molécules qui se sont séparées. En fait, là, sur les molécules qu'on avait, là, il y en a seulement 2 qui se sont séparées. Donc, c'est considéré un électrolyte faible parce que ça ne produit pas beaucoup d'ions A+, B-.
Donc ça, c'est un exemple d'un électrolyte qui est faible. Ici, le courant électrique ne passerait pas. Ici, par exemple, un détecteur de courant éclairerait, s'il y avait une lumière, là, éclairerait faiblement. Puis ici, si je mettais des électrodes avec un détecteur de courant avec une lumière, ben, il éclairerait vraiment fortement parce qu'il y a beaucoup d'ions. Voilà.